Dans cette section, nous allons procéder à la quantification du champ électromagnétique. Nous allons nous baser en grande partie sur ce qui a déjà été fait pour le champ scalaire, donc il y aura des parallèles importants. Tous les calculs ne seront pas détaillés parce qu'on peut emprunter des résultats à ce qu'on a fait au chapitre 2. Par contre, la quantification du champ électromagnétique a cette complication supplémentaire de l'invariance de jauge. Ça veut dire qu'en fait, il y a trop de composantes dans le carré potentiel A par rapport au nombre de degrés de liberté physique réels. Et ça nous force donc à imposer les conditions qu'on appelle des jauges en guillemets. Donc, on va imposer la condition la plus répandue pour traiter de ce problème, qui est la jauge de Coulomb. Cette condition demande que la divergence du vecteur A, donc du potentiel vecteur, soit nulle. Est-ce qu'on a le droit d'imposer cette condition? Est-ce que c'est toujours possible pour une configuration physique donnée? La réponse est oui, et voici pourquoi. Supposons qu'on me donne une configuration du potentiel vecteur A qui ne satisfasse pas à cette condition, c'est-à-dire que la divergence de A n'est pas égale à 0. Alors, je vais procéder à une transformation de jauge. Donc, je vous rappelle la forme de la transformation de jauge ici. Si on prend cette forme dans la partie spatiale, ça équivaut à ceci. Et notez encore une fois le changement de signe, puisque j'ai ici une partie spatiale qui correspond aux composantes contravariantes de A. Si je substitue cette transformation dans la divergence de A, je trouve donc la divergence de A' est égale à la divergence de A moins la divergence du gradient de xi, donc le Laplacien de xi. Et ça, je veux que ce soit égal à 0, ce qui me donne une équation qui me permet de déterminer xi. Autrement dit, j'ai une équation qui est en fait l'équation de Poisson pour la divergence, pour le Laplacien de xi qui me donne la divergence de A qui est au préalable connue. Donc, c'est comme l'équation de Poisson, sauf que dans l'équation de Poisson, au lieu d'avoir la divergence de A, ici, on a la densité de charge. Et au lieu d'avoir le Laplacien de xi, on a le Laplacien du potentiel électrique, mais mathématiquement, c'est pareil. Et donc, la solution existe toujours. C'est la solution suivante. Xi est ici donnée en fonction de la divergence de A qui est au préalable connue. Donc, conclusion, c'est toujours possible de choisir xi pour que le nouveau potentiel vecteur ait une divergence nulle. On va donc supposer que c'est le cas et qu'on peut donc imposer cette condition toujours. Maintenant, la quantification du champ électromagnétique se fait en l'absence de source. Au fond, ce sont les ondes électromagnétiques qu'on va quantifier. Donc, on va supposer ici que le quadricourant, donc les sources du champ, sont nulles. Et donc, si on applique maintenant les équations de Maxwell, donc par exemple la première, l'équation, la loi de Gauss, on obtiendrait ici que la divergence de E égale à 0. Et si on applique l'expression de E en fonction du potentiel électrique et du potentiel vecteur, cette divergence de E devient ceci, c'est-à-dire le Laplacien de phi plus la dérivée par rapport au temps de la divergence de A donne 0. Comme la divergence de A est toujours nulle, on en revient à ce que le Laplacien de phi est nul. Donc, c'est une équation d'électrostatique. Et en l'absence de source, eh bien, ça entraîne nécessairement que phi est égal à 0. Autrement dit, c'est encore une fois l'équation de Poisson. Cette fois, l'équation de Poisson originale avec une densité de charge nulle. Donc, en appliquant la solution à l'équation de Poisson, on obtient bien que phi doit être égal à 0. Donc, dans cette jauge de Coulomb, et dans le problème précis d'un champ électromagnétique en l'absence de source, il reste qu'on peut non seulement imposer cette condition sur le potentiel vecteur, mais oublier complètement le potentiel électrique qui est nul. Donc maintenant, on va appliquer ça au Lagrangien du champ électromagnétique. On a vu que cette densité lagrangienne est donnée par E carré moins B carré divisé par une demi. En fait c'est cette expression aussi, le moins un quart fois la contraction du tenseur de Faraday avec lui-même. Et quand on détaille en fonction des composantes du tenseur de Faraday, qui contient E et B, on obtient E carré moins B carré fois une demi. Donc cette quantité est un invariant de Lorentz. Si j'exprime en fonction de A, le E deviendrait la dérivée de A par rapport au temps. Et le B, c'est simplement le rotationnel de A. Okay.
Maintenant, dans la procédure pardon, de quantification, il faut passer par une quantification canonique. Donc, c'est important d'aller chercher le moment conjugué, le hamiltonien, et ainsi de suite. Donc, le moment conjugué, qu'on appelle encore une fois pi, sauf que c'est un vecteur maintenant. Le moment conjugué à A serait la dérivée de la densité lagrangienne par rapport à la dérivée temporelle de A. Donc, si on inspecte cette expression, on obtient tout de suite que c'est égal à dA dt. La densité hamiltonienne, donnée par cette formule standard, donc on a dA dt, donc dA dt au carré, moins le Lagrangien qui est ici. Donc on aurait une demi ici qui va contribuer bien sûr à me donner un résultat positif pour dA dt au carré et un résultat positif aussi pour le deuxième terme, comme ça. Donc tout ce que cette transformation ici a changé, c'est que j'ai maintenant une densité hamiltonienne qui est donnée par E carré plus B carré divisé par 2, soit l'énergie électromagnétique. On s'y attendait un peu. On sait que l'énergie contenue dans le champ électrique est donnée par 1 demi E carré et l'énergie contenue dans le champ magnétique est 1 demi B carré. Dans le système SI, bon, il y a un epsilon 0 pour E carré, puis il y a un 1 sur mu 0 pour le B carré. Bon, ici, on est dans le système de Heaviside-Lorentz où ces constantes sont absentes et il y a une vitesse de la lumière qui apparaît. Et ici, la vitesse de la lumière est égale à 1. Donc, enfin, ça simplifie passablement l'expression. Et ça nous donne ceci. Bon, donc, on a un hamiltonien. On a un moment conjugué qui nous mène à des relations de commutation avec A. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'on continue cet exercice de quantification? Il faut identifier des degrés de liberté qui sont le plus indépendants possible les uns des autres. Et donc, ça passe, comme on l'a fait pour le champ scalaire, par une transformée de Fourier. Donc, on va exprimer A en fonction de ces composantes de Fourier. Donc, j'applique ici une transformée de Fourier. Encore une fois, je mets l'univers dans une boîte. Donc, j'ai des vecteurs d'onde discrets, j'ai un volume. Tout ça, c'est un outil mathématique, un truc. Et donc, j'aurai la transformée de Fourier suivante et l'inverse, donc, qui me permet d'aller dans l'autre sens. Encore une fois, fait notable, A de R est une fonction réelle par opposition à complexe. C'est donc que la transformée de Fourier doit respecter certaines contraintes. C'est-à-dire que le conjugué complexe de AQ doit être égal à A de moins Q. Ça vient du fait que A est réel. En plus de ça, j'ai la jauge de Coulomb. Donc, j'ai cette contrainte de la divergence de A qui est nulle. Cette divergence de A, quand je l'applique sur cette quantité, donc quand j'applique la divergence ici, cette divergence va s'appliquer uniquement sur l'exponentielle. Il va faire descendre un facteur de IQ qui va être en produit scalaire avec le reste parce que c'est une divergence. Donc, j'aurai un IQ qui multiplie scalairement A de Q, comme ça. Et ça doit être 0. 0 partout, 0 pour toutes les valeurs de R, ce qui implique nécessairement cette contrainte. C'est-à-dire que la transformée de Fourier de A doit être perpendiculaire à Q. Et c'est pour ça qu'on appelle la jauge de Coulomb aussi la jauge transverse. Q est transversal par rapport à A, ou l'inverse. A est transversal par rapport à Q. Donc, maintenant, je vais simplement exprimer le Lagrangien en fonction des transformées de Fourier. C'est un exercice relativement simple. On peut le répéter ad nauseam, mais essentiellement, lorsque j'intègre sur R et que j'ai des transformées de Fourier, j'ai toujours des facteurs exponentiels qui vont se combiner pour que, lorsque j'intègre sur R, les vecteurs d'onde correspondants soient opposés. Donc, ça me permet d'écrire rapidement, et même sans trop y penser, le Lagrangien sous la forme suivante, c'est-à-dire que j'aurai la dérivée par rapport au temps de A conjuguée fois la dérivée par rapport au temps de A ici, moins, j'aurai ici l'équivalent du rotationnel, donc c'est le B carré, donc j'aurai le rotationnel de A conjugué fois le rotationnel de A, ce qui me donne ces produits vectoriels avec Q en produit scalaire ici. Bon, ça, c'est un double produit, pas un double produit vectoriel, c'est un produit scalaire de produit vectoriel. Donc, il y a une identité, comme ceci, qui me dit que A vectoriel B scalaire C vectoriel D me donne cette combinaison ici. Donc, c'est ce que j'applique ici pour simplifier un peu cette expression. Et comme Q scalaire A est égal à 0, il ne reste que le premier terme.
Donc, je peux réécrire à la fin le Lagrangien de cette manière. Le fait que A de Q soit perpendiculaire à Q me permet de développer A le long d'une base particulière. Donc, je vais supposer ici que je peux me définir une base de deux vecteurs, epsilon 1 et epsilon 2. Ces deux vecteurs sont tous les deux perpendiculaires à Q. Leur choix est arbitraire, bien sûr, et je peux toujours me construire une base de trois vecteurs dans l'espace. Étant donné Q, il y aurait le vecteur unitaire dans la direction Q et deux autres vecteurs qui lui sont perpendiculaires et qui sont perpendiculaires entre eux, que je vais appeler epsilon 1 et epsilon 2. Donc, je pourrais toujours écrire le vecteur AQ comme ceci. Ces deux vecteurs, epsilon 1 et 2, sont en fait les vecteurs de polarisation du champ électrique ou du champ électromagnétique. Donc, leur choix dépend, bon, c'est encore une fois arbitraire, mais on pourrait choisir des vecteurs qui sont linéaires et perpendiculaires entre eux, et ça décrirait des polarisations linéaires. On pourrait aussi considérer des vecteurs complexes qui pourraient décrire des polarisations circulaires. C'est une question de choix. Donc, j'écris AQ de cette manière. Le Lagrangien qui est ici, en fonction de ça, va simplement devenir quelque chose comme ceci. Bon, cette forme est essentiellement la même que pour un champ scalaire, sauf que j'ai deux copies d'un champ scalaire. J'ai deux polarisations. J prend deux valeurs, 1 et 2, pour les deux vecteurs de polarisation, mais si je prends l'une d'entre elles, j'ai formellement quelque chose qui est identique à ce que j'aurais pour un champ scalaire. On fait quelques rappels ici. Ici, j'ai le Lagrangien du champ scalaire, qui n'est pas exprimé en fonction des transformés de Fourier encore, et j'ai la masse du champ scalaire. Alors, si on oublie la masse du champ scalaire, donc on met m égale 0, c'est un cas particulier, et que j'introduis les transformés de Fourier du champ scalaire, comme ce qu'on a fait au chapitre 2, j'obtiendrai ceci exactement, qui est un exact parallèle à ça. Okay? Même forme, les mêmes facteurs 1/2, j'ai le oméga Q au carré, c'est-à-dire Q carré ici, puisque l'énergie d'un... enfin, je n'ai pas de masse qui traîne ici. Donc si j'avais des particules qui sortent de là, ben, elles auraient une énergie oméga qui serait simplement la valeur absolue de Q. Donc, j'ai exactement la même forme. C'est donc que j'ai exactement la même solution. Alors, plutôt que de refaire le tout avec toute sa complexité, définir les opérateurs d'annihilation, de création, comme on l'a fait, le parallèle avec l'oscillateur harmonique et tout le tralala, on va y aller un peu plus rapidement. On va simplement transposer les résultats du champ scalaire vers le champ électromagnétique. Donc, par exemple, on aurait des opérateurs d'annihilation et de création comme pour le champ scalaire, sauf qu'on en aurait de deux sortes. Ils seraient indexés par l'indice de polarisation J qui prend deux valeurs, parce que j'ai deux copies du problème à cause de la valeur de J. Donc, j'aurais des opérateurs A, JQ et A DAG, J'Q' qui respectent cette condition ou ce commutateur, donc, cette relation de commutation. Donc, les deux opérateurs sont conjugués, si on veut, si Q est égal à Q' et si on parle de la même polarisation, si J est égal à J'. Sinon, ils sont indépendants. Ce sont des oscillateurs harmoniques différents. Le hamiltonien qu'on retrouverait aurait cette forme, encore une fois, comme pour le champ scalaire. C'est une somme sur Q et c'est une somme sur les polarisations J. Et le champ AQ pourrait être exprimé de cette manière en fonction des opérateurs de création et d'annihilation. Et quand on retourne à l'espace réel, on aurait cette forme qui doit être mise en parallèle avec la forme correspondante pour le champ scalaire que j'ai tiré du chapitre 2. Donc, on voit ici que la différence vient du fait que j'ai ici, ici des vecteurs de polarisation qui donnent leur nature vectorielle à A. J'ai un terme ici et son conjugué hermitien juste après. Donc, ça change le signe de l'exposant. Le epsilon JQ est remplacé par son conjugué complexe. Parfois, epsilon JQ peut être réel aussi s'il s'agit de polarisation linéaire. Et j'ai l'opérateur de création et d'annihilation ici. Donc, c'est une expression équivalente. Si je voulais avoir une expression pour le champ électrique au lieu de A, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, le champ électrique, c'est la dérivée par rapport au temps de A avec un signe.
pour obtenir la dérivée par rapport au temps, ici, je n'ai pas de temps, n'est-ce pas? Le temps est absent. Ici, c'est au temps égale 0. Il faudrait que j'évolue dans le temps cette expression. L'évolution dans le temps serait très simple. Je remplacerais E à la IQR par l'évolution normale d'une onde en fonction du temps. Donc, j'aurais cette version aussi. Ça se fait simplement en appliquant l'équation d'Heisenberg pour la mécanique quantique sur les dérivées par rapport au temps, oui, mais ça se fait de manière plus intuitive en se souvenant qu'on a ici une évolution tout à fait normale, même pour l'oscillateur harmonique, ce serait pareil. Donc, j'aurais E la IQR moins I oméga QT. Quand je prends la dérivée par rapport au temps, ça fait descendre un facteur moins I oméga. Avec le moins, ça fait descendre donc un facteur I oméga. Et donc, j'aurais une expression pour E qui aurait cette forme exactement. D'accord? Donc, la différence, c'est que j'ai un I de plus et j'ai un facteur oméga de plus qui a compensé dans la racine carrée le 1 sur oméga, donc il se retrouve ici. Et bien sûr, j'ai un moins ici, moins le conjugué hermitien, parce que j'ai sorti un I en évidence, au lieu d'avoir un plus conjugué hermitien. Bon. Si je voulais calculer B, je prendrais le rotationnel. Donc, c'est un peu la même chose, encore plus simple, mais en fait, le rotationnel s'appliquant sur A va faire descendre un facteur IQ de l'exponentielle qui va être mis en produit vectoriel avec le epsilon ici. Alors que dans le deuxième terme, j'aurai un facteur moins IQ, donc j'aurai un signe moins, et donc je pourrais écrire une forme comme celle-ci, où j'aurai encore une fois un I devant, mais j'aurai des produits vectoriels, des Q avec les epsilon. Ici, j'ai indiqué une somme sur Q' et J' au lieu de Q et J pour le distinguer du champ E. Je reviendrai à la nécessité de faire ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour compléter cette introduction au photon? L'interprétation est importante. Donc, on peut bien sûr introduire l'opérateur du nombre de photons, donc NJQ, qui représente le nombre de photons dans le vecteur d'onde Q avec une polarisation J, A vague A, essentiellement. L'énergie totale, on l'a vu ici, si on substitue là-dedans, on obtient l'énergie totale qui est simplement la somme sur les vecteurs d'onde et polarisation des photons de l'énergie oméga Q fois le nombre de photons dans ce mode d'oscillation. Donc ça contribue à l'interprétation. Donc, l'énergie est simplement la somme des énergies des différents photons. La quantité de mouvement. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que la quantité de mouvement du champ électromagnétique? On sait, et je rappelle ici, que la nécessité, en physique classique, l'importance de la définition des champs, c'est cette vitesse limite, la vitesse de la lumière, ce qui fait que pour conserver la quantité de mouvement totale d'un système physique, il faut conférer au champ une quantité de mouvement et une énergie. Sinon, la seule quantité de mouvement et énergie des sources n'est pas conservée indépendamment de celle qui contient aussi les données du champ. Eh bien, le champ électromagnétique comporte une densité de quantité de mouvement qui est le vecteur de Poynting, qui est donné par E vectoriel B. Il y a des constantes, une constante C ou epsilon, enfin bref, dans le système Heaviside, c'est simplement E vectoriel B. Donc, ça, c'est une densité qui doit être intégrée pour donner la quantité de mouvement totale. On pourrait donc prendre ces expressions de E et de B qu'on vient d'écrire, les multiplier vectoriellement, intégrer sur la position et obtenir une expression pour la quantité de mouvement total du système. Alors, si on veut faire ce calcul, il faudrait exprimer E comme ça, B comme ceci, avec une somme différente, donc des variables de sommation distinctes pour ne pas se mélanger, Q' et J', et il faudrait faire tous les produits possibles comme ça. Bon, il se trouve que, par exemple, si on fait le produit d'un terme qui est là-dedans avec ça, on aurait quelque chose comme ceci ici. Et alors, vous me pardonnerez, j'ai oublié un petit détail. Il faut bien sûr que j'en prenne le conjugué complexe. Et si je fais ça, j'obtiendrai ici, par double produit vectoriel, simplement le vecteur Q fois un delta de Kronecker entre J et J'. C'est-à-dire que ce vecteur-ci est orthogonal à celui-ci, sauf si J est égal à J'. Et donc, j'aurai cette simplification-là qui interviendrait. Et bien sûr, pour que ce soit le même vecteur Q ici et là, il faudrait qu'au préalable, j'ai intégré sur R les différents facteurs de phase qui sont ici.
Et en intégrant ces différents facteurs de phase, surtout entre celui qui est ici, celui qui est ici et celui-là, j'obtiens la contrainte que Q doit être égal à Q'. Je commence par faire ça. Et j'obtiens un facteur volume, bien sûr, ça enlève le facteur volume, et ça me permet d'identifier Q à Q', ce qui permet de simplifier les produits qui sont là, entre bon, ça, etc., et qui me permet d'utiliser cette relation. Et quand j'ai fait tout ça, à la fin, alors je passe les détails, il y aura des termes, par exemple, comme les termes en A fois A ne contribueront pas. Il y aura des termes en ADAG fois ADAG qui ne contribueraient pas non plus, en raison d'une... du fait que ces deux objets commutent et du fait qu'on somme sur Q et qu'il y aurait des termes en Q et moins Q qui s'annuleraient. Bon, je passe encore une fois sous les détails. Mais les termes qui vont survivre sont les termes en ADAG A et qui viennent de ce croisement et de ce croisement, et ensemble, ils vont donner ceci. Donc, la quantité de mouvement totale serait la somme sur les vecteurs d'onde des photons, les polarisations des photons, du vecteur d'onde associé à chaque photon fois le nombre de photons. C'est encore une fois très intuitif. Chaque photon apporte sa contribution à la quantité de mouvement total ou à l'énergie totale. Donc, cette notion de particules indépendantes s'ensuit. Donc, on a un système, le champ électromagnétique, qui, une fois quantifié, comporte les états propres suivants. Donc, premièrement, un état fondamental, le vide. Ensuite, des états où il existe un photon. Et ce photon peut être dans différents vecteurs d'onde ou même des combinaisons de vecteurs d'onde. Mais pour les états propres, il faut que ce soit un vecteur d'onde bien précis parce que l'énergie est bien précise. Quoiqu'on pourrait aussi envisager des combinaisons de vecteurs d'onde qui ont la même valeur de l'énergie, donc par exemple qui seraient situés tous sur une même sphère, donc ça correspondrait à une onde physique qui est sortante ou rentrante, mais une onde sphérique. D'accord? Ça aussi, ce serait un état propre. Mais généralement, on considère les photons qui ont un vecteur d'onde donné. Et on pourrait exciter donc, deux photons, donc créer deux photons, on aurait aussi des états propres, et ainsi de suite. Donc, c'est la même interprétation physique que pour le champ scalaire, sauf pour le fait qu'on a ici le choix de polarisation. Voilà, merci.